Chers collègues, on va commencer. Vous voyez que M. Bréchard, dès qu'il a touché 13 000 euros, il vient tout de suite à la ville les dépenser. Je disais, M. Bréchard, dès qu'on vous donne 13 000 euros, vous venez les dépenser à la ville, vous. Hein, vous êtes de sortie. On vous les a votés tout à l'heure. Alors, j'ai incité mes collègues à adhérer en leur disant qu'un jour, ça leur servirait. Alors, nous allons commencer. Nous allons demander à notre Benjamin Morgan de faire l'appel. Je crois qu'il manque que Michel Tien. Je ne sais pas si on peut faire l'appel à l'envers, mais en tout cas, vous allez faire l'appel. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Pascal Bay, Béatrice Berthoud, Jean-Jacques Brun, Pascal Chapeau, Colette Darfin, Sylvie Épinat, Evelyne Geoffrey, Claude Goy, Valérie Grillon, Christophe Guillotot, Christine Hernandez, Daniel Julien, Annick Lafay, Catherine Lotte, Philippe Marion, Bruno Pélachon, Daniel Pommeret, Frédéric Pronchéry, Martine Publier, Thomas Ravier, Mireille Simian, Michel Tien a fait un pouvoir à Madame Épinat, Daniel Valero, Patrice Verchères, Christian Vivier-Merle. Voilà pour l'appel, Monsieur le Président. Le quorum est atteint, nous allons pouvoir faire entrer M. Bréchard. Je vous demanderai ou pas d'approuver le procès verbal de la séance publique du 11 mars. Je n'ai pas reçu d'observation en conférence des présidents, donc il est adopté tel qu'il vous a été envoyé. Merci, nous allons pouvoir passer. Nous avons une séance qui n'est pas importante et nous avons un vœu à la fin qui sera présenté par Jean-Jacques Brun concernant les rescapés de Montluc, et c'est Daniel Valero qui, sur la tablette 1.1 politique d'éducation, va nous parler d'extension, restructuration du collège Prévert et Saint-Symphorien d'Ozon. Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme j'ai vu que la dernière fois, vous aimiez bien les slides et les présentations, eh ben, on continue. Et comme ça, vous pourrez visualiser ce que nous allons réaliser dans ce collège qui date de 1969, comme c'est marqué en haut du slide, et qui était fait à l'origine pour accueillir 600 élèves. Vous avez les vestiaires, les bâtiments, enfin voilà, vous pourrez regarder tout ça, on pourra vous donner tous ces documents. Et sur le site d'après, le slide d'après, pardon, on vous dit que pour la rentrée 2020, on fait un petit récap. De 600 élèves, on était 693. Et donc, bien entendu, avec 93 gamins supplémentaires, il a fallu mettre des structures modulaires qui maintenant sont toutes estampillées département du Rhône, j'y tiens. On n'est pas là pour faire de la pub à ceux qui nous les installent et qui nous coûtent très cher. Et puis, on vous rappelle aussi que pour la rentrée 2021, la dernière, 718 élèves. Donc, il a fallu à nouveau ajouter des structures modulaires. Donc ça, c'est pas toujours facile, mais des structures modulaires, je vous le rappelle, quand on visite les collèges, qui sont d'un très bon accueil, dont les profs ne se plaignent pas. Et des fois, certaines structures modulaires sont même des fois plus sympathiques que certains bâtiments. Les dysfonctionnements de ce collège, alors ce n'est pas les élus de Lauzon qui vont me dire le contraire, mais l'entrée du collège, les clôtures et la sécurité, il y a beaucoup de choses à revoir. La qualité de la cour de récréation et les espaces extérieurs, ça fait aussi l'objet de la végétalisation des cours, puisque ce collège fait partie des 4 collèges qui ont été choisis par le département pour végétaliser les cours. Le bâtiment loge et les vestiaires, comme vous le voyez, le bâtiment de la demi-pension également, qui accueille des salles d'enseignement et le e-foyer des élèves. Vous avez également les bâtiments donc en préfabriqué pour la technologie. Le bâtiment principal, en fait, le bâtiment des logements de fonction, en fait, il faut tout revoir. C'est simple, je crois que vous l'aurez compris. Et surtout, il faut aller chercher de l'extension. Les objectifs de l'opération, comme vous le voyez, c'est donc de parler de restructuration technique et réglementaire des bâtiments existants. Il y en a grandement besoin, depuis 1969, il y a un peu de boulot. Le réaménagement fonctionnel répondant à l'ensemble des dysfonctionnements qu'on a vus tout à l'heure, et on ne vous a pas tout cité, pas tout listé. Et puis l'idéal aussi, c'est l'augmentation de la capacité d'accueil pour passer de environ 600-650 élèves à 900 élèves. Donc c'est un sacré chantier. Mais comme on le voit un peu partout dans le département du Rhône, il y a un réel besoin. Alors dans les principes généraux,
vous ne serez pas surpris, puisque dans le plan Collège Neuf, on reprend aussi souvent ces principes généraux, bien entendu. C'est la construction dans une optique de développement durable, de préservation des ressources et de recyclage, ultérieure facilité, et recherche de circuits courts, de ressources de proximité. Donc pour ça, c'est un langage familier. Recherche d'une consommation d'énergie maîtrisée, recours prioritaire à l'éclairage naturel, gestion efficace des ressources en eau. Vous devriez tout savoir par cœur. Et puis, attention particulière sur les aménagements paysagers, intégration des contraintes environnementales de chaque secteur. D'où la végétalisation également des cours. Alors, quelques particularités, puisqu'on va travailler sur un site qui est déjà occupé. Donc, il faut le maintien de l'accès au préau, maintien des caméras et alarmes existantes. On va aussi maintenir la zone d'évacuation et de regroupement, le contrôle des entrées, et il faudra une attention particulière parce qu'on veut toucher la demi-pension, mais il va falloir quand même que les enfants continuent à manger. Donc voilà, attention particulière. Et d'une manière générale, ce qu'on vous met en caractère gras, le confort quotidien des utilisateurs du collège primera sur la durée des travaux. C'est toujours difficile de faire des travaux en site occupé, la poussière, le bruit et autres, donc il faut que l'enseignement puisse se faire dans de bonnes conditions ou dans les meilleures conditions possibles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Eh bien, comme pour le plan Collège Neuf, nous allons procéder à un marché global public de performance pour ce chantier-là. L'estimation des travaux, c'est pas neutre, hein, monsieur le maire de Tarare, c'est 15 millions d'euros. Une estimation, bien entendu. L'estimation aussi de la livraison, on voudrait que ça soit fait pour au plus tard, je dis bien au plus tard, fin 2025. Si ça pouvait être la rentrée 2025, ça serait mieux, de septembre 2025. On lance un avis d'appel à candidature en mai 2022. Et puis, comme pour le plan Collège Neuf, le montant de la prime pour les candidats non retenus sera de 80 000 euros, puisque c'est un sacré chantier, un sacré travail. Et donc, les candidats retenus sur cette première sélection seront indemnisés, bien entendu, puisqu'il y a un gros travail. Voilà, il nous faut un jury pour ce travail-là. Donc, vous ne serez pas surpris non plus par cette composition. Donc, membres, avec voix délibérative, il y aura 12 membres. Le président du conseil départemental, le vice-président en charge des collèges et de la transformation numérique, votre serviteur, les conseillers départementaux du canton, ils sont au nombre de 2, si je ne me trompe pas, la présidente de la commission spécialisée finances, ressources et développement durable, par les finances, ça peut servir, la présidente de la commission spécialisée politique d'éducation et d'attractivité, le directeur général des services, le directeur général adjoint du pôle territoire, projet et développement durable, 4 maîtres d'œuvre à désigner. Et puis, vous savez que pour ce jury, nous avons aussi des membres avec voix consultative, ils sont au nombre de 6, et nous avons le payeur départemental, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur académique, le directeur général adjoint du pôle éducation, culture, tourisme ou la directrice de la direction éducation jeunesse, le maire de la commune et le principal du collège. Pour toutes ces personnes, une indemnité est donc proposée, comme à chaque fois, et elle sera, c'est pas marqué sur votre écran, mais elle sera égale à 400 € TTC par demi-journée. Voilà, mesdames et messieurs, une présentation rapide de cette structuration et réparation, agrandissement, enfin bref, de ce collège qui l'attend depuis longtemps. Quelles questions sur ce dossier? Pour mémoire, hein, sur le pôle éducation, sur la PPI et ce qui vous a été présenté là, au total du total, on est à 82 millions quand même, plus les 3 millions annuels d'entretien, restauration, modification. Pour ce qui concerne la commission d'appel d'offres, c'est la première fois depuis le début du mandat d'avant que je présiderai une commission d'appel d'offres. On est juste sur 55 millions et on aura fait la première étape début juin du choix des 3 derniers qui vont être habilités à concourir. Vous connaissez ma position sur ce qu'est l'indemnité des gens qui participent, je veux dire, au jury. Je me suis rangé de guerre lasse à l'avis général, mais je considère que c'est immoral. Payer les gens pour qu'ils viennent nous expliquer ce qu'on doit faire, c'est immoral. Voilà. Les gens qui sont, les élus qui siègent dans l'autre catégorie, on ne les paye pas, eux.
Et parfois, ils gagnent bien moins d'argent que ceux qui sont dans l'autre catégorie. Voilà. Et eux, leur responsabilité pénale est engageable. Voilà. Mais c'est comme ça. Quand je dis ça, je dis rien. Vous le savez. Est-ce qu'il y a des observations pour 83 millions? Pas. Eh bien, écoutez. On est à 15 sur celui-ci. Non, mais le total du total, oui. Sur la posture, monsieur le vice-président, vous êtes un vice-président à 83 millions. Donc, ce qui montre qu'on vous traite bien. Et peut-être même plus. Et du coup, on est content de vous avoir gardé. Qui est-ce qui voulait prendre la parole? Les élus du territoire, non? Mireille, pour ton beau collège qu'on restaure. Oui, je pense que c'est vrai que ça coûte très cher, mais franchement, il y en a vraiment besoin. Là, Ah ben ça, je suis vraiment. d'accord. Mais attends, si on le fait, c'est qu'on les a trouvés comme ça. Ouais, hein. c'est sûr. Hein. On est d'accord. On peut rajouter, Mireille, que le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon joue le jeu également. Le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon joue le jeu également sur cette opération. C'est toujours facile de jouer le jeu quand tu ne payes pas. Non. Si je me permets de dire qu'il joue le jeu, parce qu'il facilite énormément pour les travaux, le parking et compagnie, Mais des échanges de parking. Mais Voilà. c'est le rôle d'un maire qui a un collège de faciliter le. C'est peut-être pas toujours le cas. Enfin, je suis d'accord avec toi. Nous avons un maire qui ne nous a pas facilité le jeu sur une histoire d'implantation. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, je vous propose quand même qu'on vote cette délibération, malgré les avis des uns et des autres, ce qui montre que c'est une assemblée où on peut s'exprimer. Voilà. Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention. Il est adopté à l'unanimité. Vous voyez comme quoi, M. Valero, parfois, les sommes les plus importantes ne donnent pas lieu à débat, et parfois, pour pas grand-chose, on va s'étriper. Alors, vous continuez, puisque vous avez la main. Vous êtes en forme en plus. Alors, on va reprendre, on parlait tout à l'heure du plan de 55 millions, plan Collège Neuf, et il faut qu'on reparle du jury, parce qu'il faut le mettre en place, ce jury. On en avait parlé, mais on ne l'avait pas mis en place. Donc, pour ce plan Collège Neuf, il nous faut donc... on va faire un remake de ce qu'on vient de voter à peu près, puisqu'il nous faut donc des membres avec voix délibérative, 14. Donc je vous propose le président du conseil départemental, le vice-président en charge des collèges et de la transformation numérique, la vice-présidente en charge des finances, des affaires juridiques et des fonds européens, le vice-président délégué au bâtiment et à la logistique, la présidente de la commission politique d'éducation et attractivité, la présidente de la commission finances, ressources et développement durable, le conseiller départemental délégué à la sécurité, à la citoyenneté et aux achats, le directeur général des services, le directeur général adjoint du pôle territoire, projet et développement durable, 5 personnes qualifiées à désigner, et puis 5 membres avec voix consultative qui vous sont chers, le payeur départemental, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction académique, le directeur général adjoint du pôle éducation, culture, tourisme ou la directrice de la direction éducation collège et le principal du collège Utrio. Et donc, je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'il est proposé de fixer une indemnité pour ces personnes de 400 € TTC la demi-journée. Vous avez décidé d'être cruel avec moi. Pas d'observation, je mets le rapport au vote tel qu'il a été présenté, pas de vote contre, pas d'abstention. Il est adopté à l'unanimité et c'est toujours M. Valero sur le 1.3, collège toujours, lancement de procédure de renouvellement de délégation de services publics pour les restaurations scolaires. Oui, alors je vais vous faire un résumé de ce rapport, mais important, si on veut que nos collégiens puissent manger tranquillement. Donc ce rapport a pour objet d'approuver le renouvellement de contrats de concession de services publics pour la restauration scolaire pour 8 collèges. Donc depuis 2019, la répartition entre les modes de gestion de la restauration scolaire est désormais de 11 collèges en régie dans notre département et 20 collèges en délégation de services publics, ce qu'on appelle communément la DSP. 2 collèges étant par ailleurs accueillis par une restauration dont la gestion est assurée par une autre collectivité locale, c'est la région ou la commune. Vous les aurez reconnus. Donc la restauration des 20 collèges en délégation de services publics est ainsi gérée via 5 contrats conclus pour une durée de 5 ans. Il est aujourd'hui nécessaire de relancer une procédure pour les 2 contrats venant à échéance au 24 août 2023. Et il faut s'y prendre un peu à l'avance. Donc cela concerne 8 collèges actuellement répartis en 2 lots. Alors on va les citer. Le lot 1, ce sont les collèges de La Haute-Azergue à la Mure, Marie-Laurencin à Tarare, les Pierres Dorées au Val d'Oing et Simone Veil à Châtillon d'Azergue. Donc c'est pour le lot 1.
et les collèges du lot 2, le collège Le Basnon à Condrieu, Jacques Coeur à Lantilly, les 80 à l'Arbrel et Val d'Argent à Sainte-Foy-l'Argentière. Donc la durée des futurs contrats serait fixée à 5 ans, donc du 25 août 2023 au 24 août 2028. Pour offrir des repas de qualité, la confection des repas se fera sur place, dans chaque établissement. Il n'y aura pas de cuisine centrale. Et pour chaque contrat, le délégataire aura à sa disposition les locaux, les équipements lourds et le petit matériel. Il recrutera et affectera le personnel nécessaire et s'engagera à assurer à ses risques et périls l'exploitation, la continuité et le bon fonctionnement du service. Je crois que c'est la fin que je vais vous raconter qui est quand même intéressante. Le prix du repas sera réglé directement au délégataire par les familles ou les bénéficiaires, en collaboration avec le collège et dans le respect de la tarification sociale établie par le département. L'exploitation et les fonctionnements du service se feront conformément au règlement commun de la restauration scolaire établi par le département. Et il est précisé que dans le cadre de ce renouvellement et compte tenu de la complexité financière et juridique des contrats de délégation de services publics, et c'est rien de le dire, le département a souhaité se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage tout au long de la procédure, et je crois qu'on en aura bien besoin. Monsieur le Président, j'ai fini. Si, et on est d'accord, c'est un repas avec de la viande. Des repas avec de la viande, avec du poisson, des repas comme on mange chez nous. Et pour lequel les jeunes peuvent choisir. Oui, oui, oui. On reste fidèle à nos traditions. Quelles que soient les philosophies et les religions des uns et des autres. On est d'accord. Je mets le rapport au voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et c'est Madame Publier qui va nous parler de culture, j'imagine. De tourisme, Monsieur le Président. Voilà, c'est pareil, ça reste dans l'esprit quand on a tout oublié. Tout à fait. Donc ce rapport a pour objet d'attribuer la subvention de fonctionnement 2022 de la structure EPIC Maison départementale Rhône Tourisme. L'incidence financière de ce rapport est de 490 000 €. Lors de la séance du 10 juillet 2020, le Conseil départemental du Rhône a approuvé par sa délibération la création de l'EPIC dénommée Rhône Tourisme. Depuis le 1er mai 2021, Rhône Tourisme est opérationnel et développe les axes suivants. Alors, la promotion du géocaching sur les territoires, nos fameux petits gnolus, avec 31 parcours sur l'ensemble du département et en progression. Art et nature au travers des espaces naturels sensibles, puisque dans le nouveau schéma des espaces naturels sensibles, nous avons une ligne développement touristique. Tourisme et handicap, et l'itinérance et produits locaux. Conformément à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de 2022 à 2024 conclue entre le département et Rhône Tourisme, par la délibération du Conseil départemental du 28 janvier 2022, il est proposé d'autoriser le versement de la participation 2022 du département à l'EPIC, Rhône Tourisme, à hauteur de 490 000 €. Pour mémoire, je vous reprécise que par la délibération du 28 janvier 2022, cette même délibération, il avait été demandé un acompte de 126 350 € de façon à pouvoir payer les salaires. Et donc le solde à verser sera donc de 363 650 €. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et c'est Madame Lafay, Annick, qui présente le rapport suivant. Merci, Président. Donc, c'est un rapport concernant l'aide à l'Ukraine. Donc, c'est le bilan des actions du département concernant la population ukrainienne. Donc, ce rapport a pour objet de vous présenter un bilan des actions menées par le département afin de soutenir le peuple ukrainien, de vous rappeler l'accompagnement du département dans le cadre de ses compétences d'action sociale et de solidarité, et de vous soumettre à votre approbation l'appui spécifique financier proposé aux élèves réfugiés ukrainiens des collèges du département. Alors, nous avons adopté le 11 mars une aide exceptionnelle d'urgence à l'Ukraine à hauteur de 10 000 €. Aussi, le département du Rhône a lancé avec l'OPAC, Habitat et Humanis Rhône, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, ainsi que les maisons familiales rurales du Rhône, le programme d'action des familles ukrainiennes ESUS Rhône le département. Ainsi, l'OPAC du Rhône a mis à disposition une cinquantaine de logements vacants pour une insertion pérenne des familles ukrainiennes.
Habitat et Humanisme Rhône coordonne l'ensemble du dispositif à travers un accompagnement pluridisciplinaire. Également, le département s'est associé à la COPAMO afin de réaliser une collecte de dons du 16 au 18 mars 2022 et 12 sites de collecte ont été mis en place au plus proche des lieux d'activité de nos agents. Et notre collègue Pascal Chapeau a acheminé tout ça en Roumanie à l'aide de plusieurs bénévoles de la région de Mornan. Le département a soutenu la grande collecte solidaire organisée par les 12 MFR afin de subvenir aux besoins vitaux d'une cinquantaine de jeunes Ukrainiens âgés de 5 à 12 ans recueillis au sein d'un monastère en Roumanie. Dans le cadre du dispositif Rhône Vacances, le département propose aux jeunes Rhodaniens de découvrir et de pratiquer des activités sportives gratuitement. Une attention particulière sera portée à l'accueil des jeunes réfugiés ukrainiens lors de l'opération de juillet 2022. La médiathèque départementale met à disposition des Rhodaniens d'importantes ressources numériques. Donc, afin de permettre un accès à la culture pour les réfugiés ukrainiens accueillis sur le territoire, la médiathèque a proposé un accompagnement ciblé auprès de 19 bibliothèques municipales. Et en tout état de cause, l'arrivée des familles ukrainiennes sur le territoire rhodanien implique une mobilisation des professionnels du département dans plusieurs domaines. Donc les travailleurs sociaux de polyvalence sont amenés à répondre aux questions des familles françaises bénévoles et des familles ukrainiennes afin de mettre en place un accompagnement social. Les professionnels de la protection maternelle et infantile du département peuvent rencontrer des familles ukrainiennes et leurs enfants en visite à domicile dans les permanences pesées ou encore en consultation de jeunes enfants ou de femmes enceintes. Dans le cadre de ces missions de protection de l'enfance, le département peut verser des aides financières aux familles dans le besoin. Toujours dans le cadre de la protection de l'enfance, le département peut intervenir pour l'accompagnement et l'évaluation des modalités d'accueil des mineurs arrivés sur le territoire français sans leurs parents, et des mesures de placement peuvent être décidées par le département pour les mineurs résidant seuls sur le territoire rhodanien en l'absence d'adultes référents. Alors, à l'heure actuelle, 43 élèves réfugiés ukrainiens sont accueillis dans un collège du territoire du département du Rhône, dont 33 au sein de 13 collèges publics. Alors, pour rappel, la tarification sociale des repas des collèges publics du département pour l'année scolaire 2021-2022 est la suivante. Donc, diverses tranches allant de 1 € à 4,64 € pour les collégiens inscrits au forfait en fonction du quotient familial de leurs parents. À ce jour, les collèges ont mobilisé les fonds sociaux de leur établissement afin de financer les frais de demi-pension des collégiens réfugiés ukrainiens lorsque cela s'avérait nécessaire. Donc je vous propose, compte tenu de la situation exceptionnelle et dramatique vécue par les familles de réfugiés, que ces collégiens réfugiés ukrainiens bénéficient systématiquement du tarif le plus bas à 1 € en vigueur au sein des collèges publics. Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de prendre acte donc du bilan des actions départementales et d'approuver l'application par le département du tarif du repas à 1 € pour tous les collégiens réfugiés ukrainiens. Merci Annick. Peut-être un point sur ce qui a été la posture de l'OPAC, bien sûr avec le soutien du département. Je voudrais remercier tous les maires qui ont apporté sur leur territoire et de donner leur l'assentiment pour qu'on puisse récupérer des logements de l'OPAC. Il y en a qui sont dans le dispositif, il y en a qui sont à côté, comme Bonuret est à côté, mais merci les maires de Tahar, de Tizicourt, il y a plein d'autres ici qui sont dans ce... Donc sur le PAC, c'est 48 logements qu'on a mis à disposition. C'est 18 familles qui ont été logées, ce qui correspond à 70 personnes. Et sur ces 70 personnes, il y a 39 enfants. Qui 39 enfants rentrent dans le dispositif de scolarité qu'on a mis en place tout à l'heure. Alors tous ne sont pas dans les collèges, certains sont dans des écoles dites communales.
Merci encore à tous ceux. On est très heureux que Madame Chapeau soit revenue indemne de son déplacement. Moi, j'ai fait le départ, mais elle a fait le départ, la route et le retour. Donc, merci, mais en plus, très très belle opération à laquelle le département a contribué aussi. Il y a un nouveau camion qui se met en place, je crois, qui est parti, voilà, mais un autre. Mais il y en a un autre qui va partir des transports blancs, je crois, pour lequel, si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer. On voit bien qu'on a un afflux moins important pour le moment. Ça se régule. Peut-être un petit trait je dirais d'humeur sur notre opération Auschwitz, qui a été détournée par la métropole à des fins, dites de solidarité, mais qui a même été quand même une belle affaire de communication pour eux, avec notre avion qu'on a en partie payé, et on a laissé sur le tarmac les gamins qui étaient partis à Auschwitz. Ça, je suis quand même surpris que personne n'ait rien dit dans cette affaire-là, et la façon dont s'est conduit la métropole. Même si l'opération était une opération... J'ose espérer juste une chose, c'est que ces femmes qui sont revenues, c'est pas le département qui va les prendre en charge, que c'est la métropole qui va bien les prendre en charge. Voilà, c'était mon trait d'humeur sur cette affaire-là qui me peine, ce qui veut dire que l'année prochaine, on ne fera plus l'opération Auschwitz avec la métropole, on fera l'opération Auschwitz tout seul. Comme ça, on sera sûr que nos enfants partiront et reviendront. Je préfère qu'on en envoie moins, mais qu'ils partent et qu'on tienne nos promesses avec ces enfants qui ont travaillé pendant 1 an sur cette opération, qui se sont investis sur le devoir de mémoire et qui sont restés, je dirais, sur le tarmac. Ça, c'est pas bien du tout. Et je comprends pas que personne n'ait rien dit dans ce truc-là. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais dit au président de la métropole, et que les choses soient claires. Nous ne payerons pas l'avion. Je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et c'est Madame Épinat, si je ne me trompe pas. Non. C'est M. Verchères, pardon, pardon, je vais trop vite. Et en plus, c'est par parler finance, donc c'est doublement important. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Une DM. Alors, c'est la première décision modificative que nous appelons à voter suite au vote du budget. Alors, c'est une modification purement technique, une décision modificative purement technique, puisqu'elle est entièrement composée d'opérations d'ordre, équilibrées aussi bien en dépenses et en recettes, et qui vise simplement de nous permettre d'ouvrir les négociations sur la dette du département. Il est toujours sain de pouvoir renégocier régulièrement notre dette, et on a besoin de cette opération, cette décision modificative technique pour pouvoir le faire, Monsieur le Président. Je sais que vous êtes attaché à une gestion saine du département, et je sais que vous avez été toujours attentif depuis 2015 avec votre majorité sur la dette. Donc cette décision vise justement à permettre les négociations. Voilà, Monsieur le Président. DM rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets le rapport que vous avez présenté par Patrice aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et maintenant, c'est vraiment Madame Épinat. Oui. Président, chers collègues, donc ce rapport propose de solliciter pour 2022 une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements auprès de l'État. La DSID permet de financer des projets qui s'inscrivent dans un objectif de cohésion des territoires et qui révèlent des thématiques suivantes: l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services publics, notamment ceux portés par les départements en matière scolaire, la stratégie de prévention et de protection de l'enfance et le financement de déploiement de la couverture à très haut débit du territoire. Le département a d'ores et déjà transmis au service de l'État 5 dossiers de demande de subvention pour un montant total de 2 693 834 €. Le premier de ces dossiers concerne des travaux de fouilles archéologiques préventives sur la RD 109, commune de Belleville en Beaujolais, déviation sud-est. L'objectif de cette opération est la recherche d'une part de vestiges datés entre la fin du 1er siècle et le 3e siècle de notre ère, et d'autre part des vestiges et des indices d'une occupation antérieure datés de la fin du second âge du fer. La réalisation des travaux est prévue à partir de l'été 2022 pour une durée de 6 mois. Le deuxième dossier
concerne l'aménagement du carrefour RD 595 RD 70 sur la commune de Châtillon-d'Azergues. Le département a pris l'initiative d'améliorer le fonctionnement du carrefour RD 70 RD 596 qui constitue un frein au bon écoulement du trafic en rendant prioritaire le flux principal de la RD 70. Les travaux sont réalisés sous coupure totale de la circulation printemps-été 2022 pour une durée de 4 à 6 mois. Le troisième dossier concerne l'installation d'un bâtiment modulaire au collège Hector Berlioz à Communé. L'objectif de cette opération est d'implanter un bâtiment modulaire pérenne au collège Hector Berlioz à Communé, contenant 4 salles de classe d'enseignement général sur 2 niveaux, un WC-PMR au rez-de-chaussée et un local ménage sur chaque niveau. Les travaux sont réalisés de novembre à décembre 2022. Le quatrième dossier concerne l'agrandissement des sanitaires extérieurs et de l'amélioration de la protection de la pluie du préau du collège Louis Lachenal à Saint-Laurent-de-Mur. L'opération consiste à agrandir les sanitaires extérieurs et à regrouper des blocs pour faciliter la surveillance, mais aussi à modifier le préau du collège Louis Lachenal à Saint-Laurent-de-Mur pour qu'il soit plus protecteur des élèves en cas de pluie. Le début des travaux est prévu pour juillet 2022 et leur fin pour juin 2023. Le cinquième dossier concerne la désimperméabilisation et la végétalisation des cours de 4 collèges du Rhône. Dans le cadre de notre politique environnementale et en faveur du développement durable, le département du Rhône s'engage dans une démarche innovante de végétalisation et de désimperméabilisation des cours, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des usagers en limitant notamment l'effet îlot de chaleur. Les 4 collèges concernés sont le collège Charles de Gaulle à Saint-Pierre-de-Chandieu, le Bassenon à Condrieu, les 4 Vents à l'Arbrel et le collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône. Le début des travaux pour cette opération est prévu pour l'été 2022 et leur fin pour novembre 2022. Et donc la procédure de demande de subvention au titre de la DSID nécessite une délibération. C'est pourquoi vous êtes invités, chers collègues, à bien vouloir approuver ces demandes de subvention pour ces 5 opérations ainsi que leur plan de financement. Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, 83 plus 3, ça c'est en plus. Mais comme c'est l'État qui va concourir à ce fonds, on ne va pas s'en exfiltrer. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je mets le rapport tel que présenté aux voix par Madame Épinat. Pas d'abstention, pas de quantité adoptée à l'unité. Et c'est Madame Chapeau qui va nous parler de politique des solidarités et de l'orientation de la politique d'action sociale et charte de l'accueil et de l'accompagnement. Madame Chapeau. Merci, Monsieur le Président. Donc, 2 parties dans le rapport. Présenter les orientations de l'action sociale du département et soumettre au vote de l'Assemblée départementale la charte de l'accueil et de l'accompagnement issue du schéma des solidarités 2016-2021 et premier outil de mise en œuvre de ces orientations. Ce rapport n'a pas d'impact financier. Le département du Rhône est le chef de file de l'action médico-sociale aux côtés de l'État et de ses partenaires. L'action sociale a vocation à accompagner l'ensemble des habitants et à lutter contre toutes les formes d'exclusion afin de garantir à chacun l'accès aux droits fondamentaux. Dans le cadre des orientations de sa politique d'action sociale, le département souhaite faciliter et promouvoir l'accès aux droits des Rhodaniens, assurer l'équité territoriale et l'accessibilité de ses services, développer le pouvoir d'agir des personnes avec son corollaire, l'objectif d'autonomie des personnes accompagnées, adapter les pratiques professionnelles aux évolutions du métier de travailleur social, notamment et aux changements sociétaux. Ces objectifs reposent sur 5 éléments essentiels et actions concrètes qui, pour certaines, sont engagées et pour d'autres, en cours de mise en œuvre, comme le portail des solidarités. Ces 5 éléments essentiels sont: la première, affirmer une vision partagée par l'exécutif et les professionnels de l'accueil et de l'accompagnement. Deuxièmement, accompagner les professionnels dans le changement des pratiques et les évolutions techniques.
Troisième, s'appuyer sur le partenariat pour mailler le territoire et développer l'accompagnement en partenariat. Quatrièmement, favoriser l'attractivité de la collectivité, renforcer sa visibilité pour faciliter le recrutement de professionnels de l'accompagnement. Et dernier, expérimenter pour développer les actions les plus efficientes. Pour la partie charte de l'accueil et de l'accompagnement, cette charte pose les principes et les valeurs partagées par l'exécutif départemental et les agents de la collectivité, tant dans leur rôle que dans leur activité professionnelle. La charte n'a pas pour objectif de contraindre ou d'imposer, mais bien de rassembler. Les 17 principes affirmés dans la charte sont pour certains le reflet des pratiques actuelles de la collectivité et de ses agents. Pour d'autres, ils constituent un but à atteindre, un niveau de qualité et d'exigence que la collectivité s'impose. Pour atteindre les objectifs et respecter les engagements qu'elle pose, la charte doit se décliner de manière opérationnelle par le biais d'un ensemble de chantiers transversaux internes à mettre en place. Elle sera ainsi complétée d'un plan d'action pluriannuel impliquant l'ensemble des pôles du département. Ce plan sera évalué chaque année dans le cadre du pilotage de ce projet. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Et c'est M. Ravier sur le 3-2 pour une longue série. Monsieur le Président, chers collègues, donc un premier rapport sur la question de la santé, de la prévention santé. Je ne vous fais pas un long laïus sur la situation sanitaire, notamment la difficulté d'accès aux soins des Rhodaniens, comme partout en France, avec les phénomènes de désertification médicale. Le but de cette délibération est d'abord de poursuivre nos politiques de prévention, deuxièmement d'entamer un certain nombre d'expérimentations et d'innovations sur notre territoire, et troisièmement de s'engager dans un processus plus structurel d'attractivité de nos territoires pour les médecins, jeunes médecins et différents spécialistes qui pourraient permettre d'améliorer l'offre de soins sur notre territoire. Donc, 3 grands axes: faciliter l'accès aux soins des Rhodaniens, je l'ai évoqué, développer et soutenir les projets innovants et favoriser donc la mobilité des professionnels sur cette question. Sur la partie prévention santé, il s'agit de poursuivre et d'amplifier les actions qui avaient été entamées, mais aussi de pouvoir les étoffer par de nouvelles, notamment en renouvelant de manière pluriannuelle nos partenariats, notamment avec l'ADES, sur l'éducation à la santé, avec le CRCDC, alors le nom est un peu nouveau, mais c'est anciennement l'ADEMAS, notamment sur la prévention des cancers, et nous avons pu voir, pour ceux qui étaient présents lors de la réunion que vous avez organisée, Monsieur le Président, avec les présidents de PCI, d'intercommunalité, l'importance de ces actions de prévention. Le département du Rhône a été novateur sur cette question depuis de longues années, à renforcer encore ces actions. Et on voit d'ailleurs qu'en taux de dépistage, chiffre à l'appui, du coup en taux de traitement des cancers, qu'ils soient masculins ou féminins, notre territoire fait partie du peloton de tête, même au niveau national, sur le dépistage. Donc poursuivre ces questions de prévention, poursuivre les questions de prévention sur les difficultés de santé mentale avec nos différents partenaires, notamment dans les structures que nous avons à gérer. La mise en place immédiate, enfin du moins dans les semaines qui arrivent, d'un certain nombre d'innovations et d'actions expérimentales pour un montant de 100 000 euros. D'abord, nous allons déployer, alors toujours en partenariat avec la CPM, les CPTS de territoire, les communautés médicales, pour être plus clair, qui regroupent les médecins et les professionnels de santé sur nos différents territoires. Là, le développement d'outils de consultation à distance, 8 balises de ce type seront installées très prochainement, notamment sur la communauté de l'Ouest rhodanien, où la CPTS est très active et où en plus le territoire souffre peut-être encore un peu plus particulièrement vu sa typologie de difficultés d'accès aux soins. Donc 8 balises de téléconsultation qui sont installées dans les pharmacies. La création, toujours sur l'Ouest rhodanien, d'un point d'écoute et de prévention sur les questions de santé mentale en lien avec l'ARS, avec un point d'accueil muni de psychologues qui permettra justement de traiter ces questions.
Nous allons également, là, avec la communauté médicale, la CPTS des Monts du Lyonnais, mettre en place une action d'activité physique. Alors, je vous passe tous les détails, mais notamment pour les personnes qui souffrent d'affections de longue durée ou des problématiques de surpoids, hein, qui est une des autres orientations sur notre politique de santé. Enfin, un partenariat là aussi expérimental, même si on l'a entamé un petit peu l'année dernière avec un opticien sur les bilans ophtalmologiques, puisse la réalisation des appareils nécessaires, du moins des lunettes, notamment dans nos résidences seniors, dans un certain nombre d'équipements médico-sociaux dont nous avons la responsabilité. Et là aussi un partenariat avec l'Union française de santé bucco-dentaire, hein, pour des questions de prévention et de dépistage individuel, là aussi dans les établissements que nous gérons. La santé bucco-dentaire est un excellent révélateur d'un certain nombre de maladies ou difficultés que peuvent rencontrer les usagers. Donc 5 expérimentations qui, si elles s'avèrent concluantes dans les mois ou du moins l'année prochaine, pourraient être développées sur notre territoire. Donc poursuite de la prévention santé, mise en place d'un certain nombre d'actions expérimentales sur notre territoire, et ensuite le vote sur les perspectives de mise en place dès le début d'année prochaine, dès 2023, sur la mobilité des professionnels de santé. On sait qu'un des grands axes d'accueil de nouveaux médecins sur un territoire, c'est la capacité à accueillir des stagiaires, hein, dans les cabinets médicaux. Alors je rappelle que le département a fait la promotion, a accompagné la création des maisons de santé de proximité. Vous en avez inauguré d'ailleurs 2, je crois, cette semaine, enfin dans les jours qui viennent de s'écouler, semaine dernière ou cette semaine. Donc on va poursuivre bien sûr cette politique de soutien. Mais la question, c'est aussi de permettre à des jeunes stagiaires qui sont souvent en faculté sur Lyon de venir faire leur stage, exercer leur stage dans des cabinets médicaux, dans des maisons de santé de proximité sur le territoire rhodanien. Il y a plusieurs difficultés à cela. D'abord, ils sont très demandés, ces stagiaires, notamment sur la métropole, et pour donner attractivité à notre territoire, puisque il est non seulement beau, mais il faut qu'on le rende encore plus accessible, c'est de développer notamment la prise en charge des transports pour ces médecins ou spécialistes stagiaires par le département du Rhône. Et la deuxième chose, de développer également une offre d'hébergement pour ces étudiants en médecine qui viendraient faire leur stage dans les cabinets médicaux, en lien avec nos partenaires, ça peut être l'OPAC, bien sûr avec les collectivités locales à qui nous avons présenté cette possibilité, pour pouvoir financer à la fois le trajet, l'hébergement des médecins qui accepteraient d'exercer leur stage. Et on sait, pour avoir travaillé avec la faculté de médecine, avec l'ordre des médecins, que lorsque un praticien vient réaliser son stage dans un cabinet médical, il a très fréquemment tendance à s'y installer, à s'y implanté. Voilà, Monsieur le Président, pour cette première délibération sur la question de santé, qui s'appuie donc sur ce triptyque de prévention, d'expérimentation et d'une politique plus structurelle d'accueil de nouveaux médecins sur nos territoires, et l'ensemble de l'incidence financière pour le département du Rhône est de 270 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention sur ce sujet? Peut-être plusieurs points. D'abord, je voudrais remercier la région qui accompagne sur ces structures, comme elle l'a fait par exemple sur Fleury la semaine passée. Remercier la communauté de communes de Belleville et au-delà, qui a été très, je dirais, impliquée. On a ouvert 2 structures, une à De Graunes et une à Fleury. Sur celle de De Graunes, le maire nous expliquait, commune de De Graunes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le Haut-Beaujolais. Hein. Depuis qu'il y a le cabinet médical, une forme de vie économique est repartie différemment, installation de commerce, ce qui montre que la santé dans ces territoires dits ruraux est quelque chose d'important. La problématique, c'est d'y trouver des médecins. Ils étaient partis sur 2 médecins, ils n'en ont qu'un, mais c'est déjà ce qui n'est pas le cas à Fleury, ils ont les 2 médecins. Je crois que objectivement, un jour, je parle sous le contrôle de Patrice, parce qu'on a été législateur, il faudra que le législateur, je dirais, voit la copie de ce qu'est le cursus, je dirais, universitaire des étudiants médecins, parce que quelque part c'est l'État qui paye sinon, et qu'il y a un parcours peut-être sur les territoires, comme ça se fait pour ceux qui sont médecins militaires, hein. Ils ont le service rendu, ça c'est important, donc voilà, c'est quelque chose. J'ai rencontré hier le nouveau doyen de Lyon-Sud,
qui m'expliquait qu'il était d'accord et qu'il était prêt à imaginer une forme de partenariat avec nous sur les possibilités à des étudiants médecins de faire stage ou de faire, je dirais, une partie de leur enseignement sur les territoires. Et peut-être qu'on s'en reparlera, comme on dit chez moi à la campagne, monsieur le vice-président, mais je crois que c'est bien, c'est la première fois que je rencontre un doyen de ma vie. C'est quand même le monde de l'enseignement est un peu particulier, quoi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je mets le rapport aux voix. Pas de vote contre, pas d'abstention, il est adopté, annulé. C'est toujours vous qui avez la parole, monsieur le vice-président, sur le 3.3, convention pluriannuelle. Voilà, donc convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Vous savez que nous avons une convention qui régit les rapports, les financements, les modalités de paiement, notamment de l'APA et de la PCH, entre les départements et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette convention, on l'a donc renouvelée en 2020, mais comme avec tous les départements, c'est une convention cadre avec les grands objectifs nationaux et ces différentes modalités que j'évoquais précédemment. Il était donc convenu de définir ensuite une feuille de route. Cette feuille de route, elle se base à la fois sur les propositions du département, sur ses particularités, sur ses typicités. C'est pour ça qu'elle est signée ensuite de manière bilatérale, voilà, avec chaque département en fonction de ses souhaits, de ses orientations et d'un échange fructueux. Je ne vous reprends pas les 4 grands axes de la convention qui sont déclinés dans la feuille de route puisque nous avions déjà eu l'occasion de délibérer dessus. Juste dire que, peut-être pour en faire ressortir la substantielle moelle, nous avons retenu 3 grandes orientations stratégiques avec la CNSA. La première sur la politique d'innovation. On a beaucoup contractualisé avec les partenaires depuis 2015 parce que la nouvelle taille de ce département nous permet aussi des collaborations plus affinées, plus fines, plus ajustées avec nos partenaires. C'est ainsi par exemple qu'on avait contractualisé avec les SAD sur une nouvelle tarification et qu'on voit la réforme nationale qui en a découlé ensuite. C'est exactement ce que nous avions mis en place dans le département du Rhône, sur les financements de relayage à domicile, sur l'accompagnement de la mise en place de plateformes d'accompagnement aux personnes handicapées. Donc de poursuivre cette politique d'innovation avec nos différents partenaires. Le renforcement des liens avec les usagers, on sait à quel point l'ouverture, l'obtention de droits sur ces questions relève souvent pour des questions là aussi d'arsenal législatif. Alors, souvent très légitime, mais aussi par un certain nombre de complexités, relève d'un parcours du combattant administratif pour faire ouvrir les droits. Donc renforcer ce lien avec l'usager, simplifier administrativement les démarches, ce que nous avions là aussi entamé avec un certain nombre de choses, comme Rhône Plus Handicap, comme le simulateur d'éligibilité que nous avions mis en place pour l'APA, le portail donc des solidarités en cours de construction qui a été évoqué par notre collègue Pascal Chapeau, le téléservice pour les demandes d'aide à domicile. Donc poursuivre cette simplification administrative, et puis ensuite la politique d'amélioration de la qualité du service, là aussi un travail qui peut paraître un petit peu plus obscur mais qui est pourtant extrêmement important avec la mise en place de référentiels d'évaluation communs entre nous, les différents partenaires qui peuvent être amenés à faire des évaluations, soit sur les GIR, soit sur les questions de handicap des personnes, pour éviter, quand il y a différents modes de financement, que ces personnes soient obligées justement d'être évaluées à plusieurs reprises pour la même pathologie ou la même dépendance en fonction des cas, et là aussi qui améliore foncièrement la vie des gens. Et toujours dans l'amélioration des qualités de service, quelque chose qui s'inscrit dans une démarche plus globale que vous aviez initiée, Monsieur le Président, qui est la certification des comptes et qui permet notamment la garantie process et des contrôles des versements, ce qui est extrêmement important puisque ce sont des sommes très conséquentes dans ces domaines. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas de demande de parole, donc je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unité. Et c'est toujours Thomas Ravier sur le 3.4, soutien à l'investissement pour l'amélioration du bâti d'établissement d'hébergement. Voilà, donc le département s'est investi depuis de nombreuses années sur l'amélioration du bâti des établissements d'hébergement. Alors c'était essentiellement centré sur les EHPAD
Et vous aviez souhaité, avec l'ensemble de la majorité, que nous puissions d'ailleurs élargir cela aux nouveaux modes d'accueil pour les personnes âgées, notamment les résidences autonomie, qui ne bénéficiaient pas il y a quelques années de ces fonds d'investissement. Donc tout cela en fonction de grilles d'évaluation et d'attribution de subventions que nous avions définies et votées au sein de cette Assemblée. Aujourd'hui, c'est donc 5 établissements. Je vous le redis, mais la grande nouveauté, c'est que nous avons des résidences autonomie qui sont désormais aidées, ce qui n'était pas le cas auparavant. 5 établissements pour un montant total de 800 000 €. Donc 800 000 € qui sont investis pour un meilleur accueil dans les établissements collectifs, qu'ils soient médico-social ou autonomie de notre département. Je vais quand même les citer parce que c'est important. La résidence autonomie, les balcons de la Brévenne à Sainte-Foy-la-Gentière pour un montant de 50 000 €. Le centre hospitalier des Monts du Lyonnais à Saint-Symphorien-sur-Coise pour 385 000 €. La Marpal à Florisienne à Fleury pour 25 000 €. L'EHPAD Les Jardins d'Anne à Saint-Georges-de-Renins, pour un montant de 100 000 € et la clinique de l'Ouest lyonnais à Vaugneray pour un montant de 240 000 €, donc ce qui fait bien un total de 800 000 €. Je rappelle qu'ils seront bien vigilants également lors de la réception des dossiers, de bien en amont en avertir les conseillers départementaux, puisque la plupart siègent effectivement dans les conseils d'administration de ces établissements. C'est des fois pas toujours le cas. Il y a quelques petites particularités, donc vigilance sur le suivi aussi de ces dossiers au niveau local. Merci pour ces annonces. J'espère qu'une des élus de Saint-Georges-de-Renins sera appréciée, je dis bien une des élus de Saint-Georges, sera appréciée ce que le département fait pour sa commune et qu'elle y triera plus en séance publique le département comme elle l'a fait la dernière fois. Donc je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et c'est toujours Thomas. Alors un dernier dossier un petit peu technique, je vais essayer de vous rendre le plus simple possible. On a délibéré il n'y a pas très longtemps sur l'avenant 43. Donc l'avenant 43, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une réforme nationale qui d'ailleurs s'inspirait aussi un peu en partie de pu réaliser sur les tarifications au niveau départemental, qui pour être très simple revalorise financièrement le taux horaire des services d'aide à domicile pour un montant, on va faire très simple, d'environ 1 € de l'heure de travail. Donc nous avons délibéré la dernière fois sur l'application de cette loi sur l'ensemble de notre territoire. Petite particularité sur notre territoire, c'est que nous avons 3 résidences autonomie qui sont gérées par l'ADMR, dont les personnels, du coup, relèvent de cette branche professionnelle. Il convenait donc, pour être en conformité avec la loi, de leur allouer, même s'ils ne travaillent pas dans un service d'aide à domicile, mais dans une résidence autonomie, d'appliquer cet avenant 43. Alors, c'est une petite particularité parce que c'est une application légale, mais en même temps, ce n'est pas au sein d'un service d'aide à domicile, mais au sein d'une résidence autonomie. Pour être donc tout à fait juste, nous allons prendre en charge l'application de l'avenant 43, mais demander également en même temps à ces résidences autonomie de caler leurs tarifs aussi sur la prise en considération partielle de cette augmentation dans les années à venir. Les montants, vous les avez donc. Pour cette année, c'est 3 subventions pour un montant total de 110 000 €, avec une décroissance donc, qui va s'étaler jusqu'en 2024, et où en 2024, nous aurons toujours un surcoût qui sera grosso modo un petit peu inférieur à 20% avec l'intégration d'une partie de ce surpoids financier dans les tarifs de location. J'espère avoir été simple, mais c'est extrêmement complexe. Merci, c'est vrai que c'est complexe, mais on voit là toute la politique du département dans le social, l'aide à la personne, ce qu'on appelle les domaines des solidarités, où, comme je dis souvent, on est vraiment dans l'ADN du département, et je crois que le département du Rhône est, quand on regarde au niveau national ce que font les autres, est un des très bons élèves. Je mets donc le rapport aux voix avant de passer la parole à Patrice. Pas d'abstention, pas de vote contre. Monsieur le maire de Villefranche, je voudrais que vous transmettiez au nom du département tous nos encouragements à vos sportifs de ce soir et de dimanche. N'oubliez pas que demain matin il fera jour, parce que vous jouez à la montée, qu'elle est quasiment acquise. Je vous rejoindrai.
mais je ne partirai pas avec les laitiers, je rentrerai normalement chez moi. Mais en tout cas, je serai là et samedi et dimanche, parce que c'est 2 événements sportifs qui honorent le département, pour lequel et le département et la commune seront forcément sollicités s'ils jouent la montée. Mais je croyais que vous restiez jusqu'à dimanche, parce qu'on a aussi le water polo samedi soir qui joue pour la montée. Ça faisait... je crois qu'en plus, il y a les 75 ans des compagnons du Beaujolais. Je suis entre la piscine et le cubage. Où je serai. Avant, je vais chez M. Bréchard inaugurer une mairie, mais je serai ce soir à vos côtés. Ouais, mais je reviendrai de m'asseoir, c'est vrai, et je reviendrai. C'est vrai que je pourrais aller. Une caladoie. Je pourrais aller chez ma maman coucher. C'est vrai. Et merci pour vos encouragements que je transmettrai. Comment? Ah, M. Valero. Ben, je suis obligé de lever la main, Monsieur le Président. Mon cœur est partagé. Je suis un élu du département, mais un ancien joueur de Meyzieux. Meyzieux a brillamment gagné 28-23 sans être favori au match aller. Ça va être difficile à Villefranche, mais mon cœur est partagé. Bon. J'espère que j'aurai plus que mes yeux pour pleurer ce soir. Bon, en tout cas, on vous rejoint. Et j'invite tous les collègues, bien évidemment, à supporter la ville phare du département, la ville capitale, la ville sous-préfecture et sportive. Et c'est vrai qu'il y a un très très beau tissu sportif, associatif à Villefranche, comme on dit en Calade. Alors, il faut parler de choses sérieuses maintenant, parler sous, c'est route, M. Verchères. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En effet, les enjeux financiers de ces 4 opérations est quand même d'un peu plus d'1 million d'euros de dépenses, donc quelque chose de sérieux, même si le rugby est sérieux quand même. J'espère que ça coûtera pas au moins pendant le match. Donc ce rapport, comme régulièrement, je vous propose des rapports qui visent à approuver des conventions portant sur l'amélioration du réseau routier départemental. Pour 2 d'entre elles, la maîtrise d'ouvrage sera assurée par le département du Rhône avec la participation de la communauté de communes Saône-Beaujolaise et la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Pour les 2 autres, la maîtrise d'ouvrage est déléguée à la commune de Sourcieux-les-Mines et la communauté de communes du Valais du Garon. Petite précision, donc nous avons une intervention et une convention est signée pour refaire la route départementale 9 sur la commune de Marchand, puisque c'est une petite route départementale qui normalement aurait dû se faire en enduit, comme c'est la politique du département, mais cette route départementale 9 a une autre fonction une fois l'an, c'est la course de côte de Marchand, qui est une course importante, nationale et bien au-delà. Et pour que cette course de côte de Marchand puisse toujours avoir lieu, il fallait mettre en orambé la chaussée et non pas en enduit. Donc, sur la demande de notre collègue Béatrice Berthoud notamment, le département a pu négocier avec la communauté de communes de Saône-Beaujolais pour qu'elle prenne en partie le coût de la réfection, c'est-à-dire que nous, on paye ce qu'on aurait dû payer si on l'avait fait en enduit, qui est quand même moins cher, et le reliquat sera donc payé par la communauté de communes de Saône-Beaujolais pour permettre à cette course qui va fêter cette année le 60e anniversaire. C'est une course importante qui aura lieu du 22 juillet au 24 juillet, donc qui est reconnue nationalement et internationalement, Monsieur le Président. Ensuite, nous avons une convention avec la commune de Sainte-Consorce pour effectuer des travaux sur le carrefour du Quincieux, que je crois que vous connaissez bien, sur la RD 30 et 99, sur la commune de Sainte-Consorce. Une convention avec la commune de Sourcieux-les-Mines, également pour un aménagement avec, en fait, c'est les travaux d'aménagement du centre de Sourcieux sur la RD 7E. Et la commune, bien sûr, prend en charge les trottoirs, mais nous, dans ces cas-là, comme la chaussée est abîmée, parce que généralement on en profite également pour faire les réseaux, nous payons le tapis, l'enrobé. Et la commune de Vourles, qui est proposée également par une convention avec la communauté de communes de la Vallée du Garon pour effectuer des travaux d'aménagement d'un mini-giratoire sur la RD 114, sur la commune de Vourles. Voilà les 4 conventions, Monsieur le Président. Certains des travaux ont déjà commencé. Sainte-Consorce a commencé. Monsieur le maire de Vaugneray, conseiller départemental de Sainte-Consorce, et madame aussi. Certains, pour ce qui est de Marchand, c'était une vraie promesse engagée depuis très longtemps. Je ne sais pas si la région ne sera pas aussi partenaire. En fait, c'est ce qui avait été imaginé par le conseiller régional du territoire à un moment. Je sais pas si ça va. Alors en fait, on passe une convention uniquement avec la communauté de communes Saône-Beaujolais, à charge à eux d'aller chercher une subvention à la région. De s'arranger. De s'arranger, voilà. Alors la course de Marchand est une très belle course qui compte au niveau national. C'est fait. Oui,
pour la participation de la région, Jérémy tient à travailler dans ce sens-là, et donc c'est acquis. Il reste quelques petits détails avec la commune de Marchand, mais on est au bout du dossier. Madame Berthaud. Oui, moi je voudrais vraiment remercier le département et son président, et en particulier Patrice Verchères, parce que c'est vrai que c'est petite exception quand même, puisque c'est aussi une course de côte. Mais bon, comme l'a dit Patrice, c'est les 60 ans, et je vous assure qu'il y a beaucoup de monde, une très bonne ambiance. Je crois que Christophe est déjà venu aussi. Patrice la connaît bien, cette course. Et c'est vrai que voilà, c'est une façon d'être attractif pour le Beaujolais, comme d'autres manifestations, bien sûr. Mais celle-ci, c'est important, parce que si vous n'allez pas à Marchand, si vous allez... Enfin voilà, il faut quand même une bonne occasion pour y aller, et celle-ci en est une excellente. Donc je voudrais vraiment remercier cette proximité qu'on a pu avoir, et je croise les doigts pour que les choses se fassent dans les temps. Et par ailleurs, je m'excuse pour ce week-end, messieurs, même si je suis vice-présidente en charge des sports, je ne piquerai pas la place à mon maire ni à mon président, puisque je ne serai pas là ce week-end, bien désolée, parce que je vais rater effectivement de belles prouesses, mais ce sera pour la prochaine fois. On sera avec Et vous. j'espère que le département pourra suivre financièrement, surtout monsieur le président. Je compte sur vous. Vous savez, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. En tout cas, pour Marchand, je suis très content parce qu'on avait éludé ça avec M. Dupont à l'époque. La Comcom a suivi, la région a suivi. C'est une très belle course, même si certains aujourd'hui s'évertuent à faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter l'usage des voitures. Il devrait plutôt se rappeler que pour entrer dans Lyon, il faudra 1h30 maintenant. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, je suis très content qu'on accompagne les habitants de Marchand, tout le monde sait qu'ils s'appellent des Gourbis. Je mets donc c'était une histoire de souche qu'il fallait, je dirais, taper de la tête. C'est comme ça que les habitants de Marchand s'appellent des Gourbis. Donc je mets le rapport aux voix des Gourbis. Pas d'abstention, pas de vote contre, site adopté, annulé. Et c'est toujours Patrice Verchères qui va nous parler de notre cher Citral. Oui, mes chers collègues, ce rapport concerne une convention à intervenir entre le département et la nouvelle autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le Citral, en fait le nouveau Citral, puisque depuis le 1er janvier 2022, le Citral est devenu une autorité organisatrice des mobilités, et nous avions avec l'ancien Citral une convention qui avait été signée en décembre 2018 qui visait à faire réaliser des travaux de mise en accessibilité des cars, à l'époque des cars du Rhône, sur la voirie départementale. Donc nous l'avons dénoncé puisque la convention prenait fin, et aujourd'hui nous vous proposons à nouveau une nouvelle convention. On a amélioré un petit peu cette convention, notamment sur la clause sur la maîtrise d'ouvrage qui à l'époque pouvait être confiée à une commune ou à un EPCI. Et ça obligeait le département à faire pas mal de démarches de relations conventionnelles et opérationnelles. Donc là, la convention qu'on vous propose est améliorée dans ce sens-là, puisque le nouveau Citral prendra en compte ces difficultés, et donc ça fera en direct avec le département. Il n'y aura plus d'intermédiaires, on ira un peu plus vite. Le montant prévisionnel est de 780 000 € hors taxe. Donc c'est nous qui faisons les travaux, mais après on se fait rembourser par le Citral. Donc c'est un coût zéro pour le département. Merci de ce rapport sur le Citral. Vous savez que le département n'y est plus. Il n'est plus présent au conseil syndical, ce que je regrette profondément. Vous le savez tous, en tant que conseiller départemental, on n'a pas une semaine où on n'a pas un maire qui se plaint des transports scolaires, qui sont défectueux dans certains endroits. Il y avait encore une pétition hier d'un maire avec une partie de sa population devant sa mairie. On a beau leur dire, c'est pas nous, c'est l'autre, dire ce que les gens ne comprennent pas toujours. Je ne sais pas si un jour je pourrais avoir une réunion avec les gens du Citral, mais l'organisation est quand même un peu abracadabrantesque. Alors, leur truc, c'est dire on n'a pas de chauffeur. Oui, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais pardon. Voilà, peut-être faire les formations qu'il faut. Nous avons la chance d'avoir un vice-président du Citral. Non, mais je ne mets pas... Alors, moi, je suis membre du conseil d'administration, parce que c'est les intercos qui siègent. Voilà, vous ne siégez pas au titre du département. Vous y êtes à des titres, je dirais, à côté. Mais voilà, c'est un vrai problème aujourd'hui sur le transport scolaire, parce qu'il n'est pas de bonne qualité, il faut se dire les choses. Monsieur le vice-président Valéry. Juste deux mots.
Le nouveau nom du Citral, c'est Citral Mobilité. Voilà. Donc depuis quelque temps, ça s'appelle Citral Mobilité. Toutes les EPCI du département du Rhône en font partie. Donc moi, ce que je suggère, c'est que le jour où tu reçois les présidents d'EPCI, comme tu fais régulièrement, c'est peut-être de mettre au sujet peut-être le transport, ça serait pas mal, pour en parler un peu avec eux, parce qu'ils sont tous au Citral maintenant. Et puis, je reprends ce que dit Patrice Verchères, il manque 50 000 chauffeurs en France. Il en manque chez Keolis, il en manque chez Berthollet, il en manque chez Planche, il en manque partout. Le Covid est passé par là, les départs à la retraite, les changements de métier, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je prends que l'entreprise Berthollet qui est chez nous, il leur manquait 36 chauffeurs. Péniblement, ils arrivent à... La région fait des grands panneaux publicitaires comme quoi ils leur payent tout, mais la région manque de chauffeurs également pour ses transports. Et c'est un phénomène national. Ce qui veut dire que quand avant, vous aviez, je prends un exemple tout bête, un chauffeur qui tombait malade, il appelait la veille pour dire je ne reviendrai pas demain matin, il y a une équipe renfort, le gars était remplacé tout de suite. Là, ceux qui sont dans l'équipe renfort, ils sont sur le terrain tout de suite. Donc quand il y a un chauffeur qui tombe vraiment malade, il n'est pas remplacé et il n'y a pas de transport. On est dans une pénurie qui est pas que locale, qui est nationale. Malgré tous les efforts faits en job dating, en formation, les gens n'ont plus envie d'être chauffeurs. Et s'ils en trouvent un, il y a le temps de la formation et autres qui fait que ça prend énormément de temps. Et le problème est vraiment national. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Malgré les efforts, et dans les contrats de DSP, il y a des pénalités qui doivent être appliquées. Donc le Citral n'applique pas les pénalités parce que ça enfoncerait encore plus les transporteurs à qui il manque de chauffeurs. Donc on est dans un cercle vicieux et normalement, si je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle, on aurait bien aimé qu'à la rentrée de septembre, tout soit réglé. Il y a de grandes chances que ça soit réglé qu'à la fin de l'année 2022, ce problème de chauffeurs. Donc c'est du jamais vu. Petite anecdote, Monsieur le Président, si vous le permettez. J'ai été interpellé sur mon territoire, mais je ne dirais pas où exactement, par des familles qui me disaient, mais en fait, le chauffeur, il est arrivé très tard. C'est un nouveau chauffeur le matin qui a été au pied levé, ne connaissant pas le circuit de ramassage scolaire. Il a fait confiance aux enfants. Mais les enfants ont eu de peine à arriver à l'heure au collège parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ils ont eu un peu de retard. Les voyages forment la jeunesse, monsieur le maire de Vaulx-Muret, qui a beaucoup donné dans le transport, qui est un spécialiste, qui était parfois un peu taquin avec le Citral, mais qui donc il pourrait presque écrire un livre. Il fait des fois le chauffeur. Je peux toujours l'être, puisque le vice-président nous dit que le Citral s'appelle Citral Mobilité, il devrait aussi s'appeler Citral Agilité, parce qu'aujourd'hui on a énormément de mal sur le transport scolaire à faire changer un arrêt de place, par exemple. Puisqu'on sait très bien qu'en fonction des âges des enfants sur tel ou tel hameau, les arrêts peuvent avoir un intérêt à se déplacer quelquefois de 300-400 mètres, mais rien que pour la sécurité des enfants. Et ça, aujourd'hui, on a un peu de mal à faire admettre ces changements d'arrêt. Virtuel comme nom, qu'ils ont pris. Ceci dit, sur l'attention des métiers, moi je suis désolé, mais nous on vit exactement la même chose avec les restaurants. On vit exactement les mêmes choses et on s'est organisé, on s'est réorganisé, on a fait des formations. Il y a d'autres métiers qui sont en tension, comme dans le service de santé, on en parlait tout à l'heure. Peut-être qu'eux, il faut qu'ils changent aussi, je dirais, de posture, de forme de car, qui passe peut-être avec des véhicules plus légers et qui ne nécessiteraient pas un permis transport en commun. Oui, mais du coup, ça serait plus facile. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être un peu d'agilité aussi et peut-être changer les choses. Il y a 20 ans, Internet, ça n'existait pas. Je crois qu'il faut aussi peut-être que le monde du transport, avec ceux qui sont en charge de l'organisation du transport, se pose des questions. Est-ce qu'on doit rester sur le même modèle qu'il y a quelques années, avec le bus dans lequel on montait par l'arrière et avec la petite dame qui vous oblitérait le ticket? Je crois que tout doit changer. Et voilà. Mais en tout cas, je trouve que l'agilité du Citral, c'est pour moi un pléonasme. Voilà. Donc, on a quand même voté le rapport, hein. C'est Verchères. Pas de vote contre, pas d'abstention, est adopté à l'unanimité. Et c'est Madame Darfan qui va nous changer de... On va changer de décor. On va parler d'agriculture, j'imagine. Tout à fait. Donc, le soutien financier dans le cadre de nos politiques agricoles, 2 plans, sur le plan Beaujolais et le deuxième sur le programme de développement rural. Donc, par délibération en date du 10 décembre 2021, nous avions décidé de prolonger d'1 année la validité du plan Beaujolais pour le poursuivre sur l'année 2022 avec une enveloppe complémentaire de 200 000 €.
Le comité de sélection du 7 février s'est réuni et a sélectionné 107 dossiers. Voilà, le plan Beaujolais, donc première génération, est de fait terminé. Et pour mémoire, nous avons soutenu 579 dossiers pour un montant total d'aide de 1 240 500 €. Et dans le cadre du PDR, donc sur l'opération 421, donc transformation de production et de stockage agricole, nous soutenons la CUMA des 4 saisons à Haute-Ivoire pour l'achat d'une remorque frigorifique à hauteur de 23% sur une dépense de 17 422,50 €. Nous leur apportons 3 972 €. Et sur l'opération 434, donc les politiques agricoles collectives sur l'eau, nous avions 3 dossiers de présentés, seulement un a été retenu. Alors l'ASA des Bigarros à Brignais était financé par le plan de relance, donc n'a pas été retenu. Et l'ASA des Hauts-des-Bancs c'est situé sur la métropole, donc nous n'avons pas retenu ce dossier. Et un seul dossier a été retenu à Saint-Clément-les-Places, la CUMA au fil de l'eau, pour la mise en conformité de 5 plans d'eau et suppression de prélèvements pendant l'étiage. Un investissement de 599 524 €, subventionné à 20% par le département à hauteur de 119 904 € de subvention. Voilà, donc je vous demande de vous prononcer sur ces propositions pour un total de dépenses de 323 877 €. Est-ce qu'il y a des interventions? C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on se remette à financer des plans d'eau. Ça veut dire que certains ont arrêté leurs oukases sur les plans d'eau. C'est bien. Enfin, je vois que monsieur le vice-président Adélago se fait de moue dubitative, mais ne partage pas mon enthousiasme. Mais je me disais que c'est bien ça qu'on recommence. C'est bien, mais on voit que finalement, le principal travail qui reste à faire dans ce domaine, c'est de remettre en action des plans d'eau existants. C'est là où le chemin est le plus facile, parce que créer des nouveaux plans d'eau, ça reste très très difficile. Et si certaines associations nous laissent faire la Chambre d'agriculture et les agriculteurs, on va peut-être y arriver, on va peut-être sauver comme ça ainsi quelques agriculteurs. Je mets le rapport aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre et à deux annulés. Peut-être une petite annonce paroissiale à ce sujet. Il m'a été dit qu'on devrait changer de président de Chambre d'agriculture dans les prochains jours. Alors, ça suscite un enthousiasme. Est-ce que c'est un enthousiasme ou une réaction? Je ne sais pas. Bon, voilà. Nous passons. Et c'est M. Brun, et parce qu'on a fini, et qu'on va passer à un vœu. Donc on a fini avec les rapports, et je vous laisse présenter, puis je dirai un mot, M. Brun, après. Je vous en prie. Oui, merci, Président. Donc, chers collègues, avant peut-être de vous présenter ce vœu, un petit historique sur la prison de Montluc. Donc, construite en 1921 et très peu utilisée à l'origine, la prison de Montluc est notamment utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, tout d'abord comme une prison militaire du régime de Vichy entre 1940 et 1943. Elle est ensuite réquisitionnée par l'occupant nazi de janvier 1943 et ce jusqu'au 24 août 1944. Montluc est alors à Lyon et pour toute la région la principale porte d'entrée vers la déportation et les exécutions. Lieu d'internement de près de 10 000 hommes, femmes et enfants durant l'occupation allemande, et notamment des enfants d'Isieux, de Jean Moulin et de Marc Bloch, la prison de Montluc est un lieu emblématique des politiques de répression allemande dans la région de Lyon. Un projet de refonte de ce site remet en cause le maintien des fondamentaux du mémorial de la prison de Montluc, d'où le vœu que je vais vous présenter maintenant. Donc en 1987, Klaus Barbie, ex-chef de la Gestapo de Lyon, fut jugé pour crime contre l'humanité. Parmi les demandes de nombreuses parties civiles fut retenue celle des défenseurs du martyre des 44 enfants juifs de la colonie d'Isieux, internés à Lyon le 6 avril 1944 à la prison de Montluc, réquisitionnés par les nazis, puis transférés au camp de Drancy avant d'être déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau pour y être aussitôt exterminés. En septembre 2010, après un combat de 9 années initié puis mené par l'Association des rescapés de Montluc, créée par des internés dès octobre 1944, la prison de Montluc a été érigée en mémorial librement ouvert au public. Depuis ce jour, l'aile principale du bâtiment cellulaire, dite aile des hommes, avec son réfectoire, sont sanctuarisés en lieu de mémoire dédié à la dizaine de milliers d'internés de la région
juifs raflés résistants du début 1943 jusqu'au 24 août 1944. Dans l'intention des partisans de la sauvegarde du site mémoriel, l'évocation de l'histoire de la prison, postérieurement à 1945, loin d'être destinée à être occultée, doit trouver sa place dans l'aile dite des femmes, tandis que celle de la tragédie des enfants d'Isieux, illustration paroxysmique de la Shoah, doit être positionnée dans la partie du bâtiment des ateliers où ils ont été incarcérés. Un projet de refonte de la muséographie et de redéfinition de la destination des divers espaces du site de Montluc a été notifié courant 2021 par l'administration du mémorial sans la moindre concertation préalable avec ses partenaires habituels. Celui-ci, donc petit a, exclut définitivement le passage des visiteurs dans le bâtiment de l'atelier où devait être évoqué, spécifiquement sur le lieu même de leur enfermement, la tragédie des enfants d'Isieux, en avançant la nécessité d'aménagement de salles destinées à accueillir des ateliers pédagogiques pour le public scolaire, alors que d'autres espaces sur le site demeurent inutilisés. Se satisfait que le martyre de ces enfants, un des 3 chefs d'accusation qui a justifié il y a 35 ans la condamnation de Klaus Barbie pour crime contre l'humanité, continue de n'être évoqué que dans l'exigu local des anciens lavabos de l'aile des hommes. Petit b repousse à une date incertaine l'ouverture de l'aile des femmes, en faisant choix d'implanter l'évocation muséographique de l'histoire de la prison postérieurement à 1945, au sein même de l'aile sanctuarisée, mêlant en un même espace, aux côtés de l'évocation de la répression nazie ayant justifié l'érection du mémorial national, celle de la place de la prison de Montluc durant la période de l'épuration, de la guerre d'Algérie, ainsi que son rôle d'enfermement des détenus de droit commun. Et enfin, petit c conditionne à l'avenir l'accès du mémorial national de la prison de Montluc au paiement d'un droit d'entrée, à l'exception seulement des scolaires et des familles des internés. Ces orientations inquiètent à juste titre les différentes associations et partenaires, ainsi que les membres non institutionnels du Conseil d'orientation du mémorial, qui s'en sont ouverts à Madame la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants. Pardon. Aussi, par respect pour les victimes du nazisme, qui par sa négation de l'être humain doit jamais être connu et dénoncé par les générations à venir, le département du Rhône émet le vœu de voir l'État respecter son engagement initial quant au maintien des fondamentaux du mémorial national de la prison de Montluc. En s'abstenant de modifier l'affectation initiale de ces divers espaces et en poursuivant dans son aile sanctuarisée l'évocation spécifique des crimes de la barbarie nazie. En aménageant sur le lieu de leur enfermement l'évocation muséographique de la tragédie des enfants d'Isieux. En associant étroitement à la définition du projet l'Association des rescapés de Montluc, l'Association des fils et filles des déportés juifs de France, le Conseil représentatif des institutions juives de France et le Conseil d'orientation du mémorial. En maintenant la gratuité de l'accès du site à tous, pour permettre au plus grand nombre, sans aucune discrimination, de prendre la mesure de l'horreur des crimes commis. Et enfin, en favorisant la commémoration du 24 août 1944, date de la libération de la prison de Montluc. Alors, si vous le permettez, donc, on peut peut-être s'étonner de ce vœu qui, finalement, concerne un site qui n'est pas sur le département du Rhône. Mais, en fait, la mémoire des faits qui se sont déroulés à la prison de Montluc n'a pas de frontières. Et parmi les quelques dizaines de milliers d'internés, beaucoup étaient du Rhône et de la région. Nos collégiens visitent régulièrement ce mémorial. Nous avons une convention avec l'Association des rescapés de Montluc. Il n'est donc pas anormal de vous avoir présenté ce vœu aujourd'hui, afin de pouvoir garder la mémoire des atrocités de cette époque et de la transmettre aux générations futures. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, dans les événements que nous connaissons aujourd'hui, nous avons besoin de nous rappeler de cette période. Voilà, Président. Daniel, Monsieur le Président. Simplement, Monsieur le Président et cher Jean-Jacques, pour dire que les élus de notre groupe voteront ce vœu.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde avait entendu parler de ce sujet. Il se trouve qu'il y a quelques jours, on était plusieurs élus ici lors de la donation Bauer, qui est un peintre dont la famille a fait don au département de plusieurs tableaux, mais qui était quelqu'un qui a été interné à Dachau. Et à cette manifestation était là le procureur Viau, était là M. Penzel, qui est le président de l'association, et M. Galland, un autre. Et c'est eux, avec Jean-Jacques, qui ont contribué à la rédaction de ce vœu, parce qu'ils sont, je dirais, dans une espèce d'incompréhension sur ce sujet. Ils ont rencontré le ministre qui était assez arc-bouté sur ce sujet-là. Peut-être qu'à l'aune d'un remaniement dans quelques heures, un autre ministre sera là et verra peut-être les choses différemment. Je m'étonne objectivement pourquoi la métropole et la ville de Lyon n'aient pas pris un tel vœu, parce que ça les concerne plus. Mais quand on regarde l'histoire de Montluc, regardez bien, lisez-la, relisez-la. C'était un lieu où étaient, je dirais, stockés, parce qu'il n'y a pas d'autre définition, des hommes et des femmes, et dont un grand nombre étaient du territoire du Rhône. J'ai en souvenance ceux du massacre de Saint-Giniaval, dont une grande partie était du Beaujolais, notamment le régisseur du château Saint-Jean d'Arrière. Donc le Rhône est plus que concerné, puis c'est aussi un lieu de... Donc c'est pas un vœu qui est dans l'excès, c'est un vœu, je dirais, de vision, de mémoire, parce que je veux dire que cette idée, me semble être une idée complètement farfelue. Voilà, donc on vous propose, et M. Brun vous propose, nous vous proposons qu'on vote ce vœu, qu'on le transmette bien évidemment, je dirais, au préfet, et on va attendre quelques jours qu'il y ait un ministre, d'abord un Premier ministre, mais après un ministre. Alors je ne sais pas s'il y aura encore anciens combattants, mais moi je ne sais pas comment ils vont déterminer, mais et vous redire notre solidarité avec ce monde de la mémoire, et je rappellerai au procureur général Viau que le département est à côté dans l'action qu'il mène. Et comme vous le disiez aussi, on est partenaire avec l'association de M. Penzel, pour lequel on a laissé un espace aux archives départementales, et pour lequel quasiment tous les jours, il y a des chercheurs, il y a des chercheurs de cinéastes, et puis des chercheurs, je dirais, de leur association qui retracent l'histoire et qui font que de temps en temps, ils retrouvent des noms de familles ou de gens qui avaient été, je dirais, torturés, ou qui sont partis, ou qui ont été fusillés, qui n'étaient pas encore dans les livres. Voilà ce que je voudrais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Monsieur Vercher, je vous en prie. Non, juste rappeler que le procureur Viau nous demandait si certains d'entre nous pouvaient être présents le jour de la commémoration fin août, notamment cette année symboliquement vis-à-vis des problèmes qu'ils ont à faire face. C'est le 24 août, mais le département a toujours été présent. Toujours été présent. Christiane Garay y allait souvent, mais Jean-Jacques Brun y va, et tous ceux qui seraient là ou qui veulent y aller, et il y a quasiment au même moment Saint-Giniaval, et c'est là où il y a des gens du Rhône qui ont été, je dirais, c'est le dernier massacre avant de partir que les Allemands ont fait, dans l'horreur absolue. Ils les ont stockés dans une maison, ils ont dynamité la maison, ils ont mis le feu après. Donc c'est le deuxième massacre après Oratoire-sur-Glane, et c'est parti de Montluc, dont des espions étrangers et incurés. Voilà, comme quoi la mémoire doit être vive. Elie Wiesel disait « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence ». Et on le voit en ce moment en Ukraine. Je vous propose de voter le vœu. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour le soutien. Nous en avons... Président, si vous permettez, juste pour clore là-dessus, je peux que vous conseiller de lire cette nouvelle édition, ce livre, Vous étiez belle pour l'éternité, qui est les témoignages des femmes qui ont témoigné donc au procès Barbie et qui ont participé donc justement non seulement à faire revenir Barbie en France, mais aussi à le faire condamner. Donc il y a des témoignages émouvants. Donc si vous voulez le lire, je vous le conseille. Vous avez édité par Le Progrès. Monsieur Brun, de me rappeler ça. Il y avait la soirée de présentation de ce livre il y a quelques jours, où quelques élus, dont vous et Madame Publier, étaient présents.
Et comme toujours, Madame Pubier a eu un esprit de génie, a proposé ce qu'on achète des livres pour en faire diffusion. Donc vous aurez tous un livre. On n'a pas défini encore le quantum et sur quel crédit on allait prendre ces achats, Madame la vice-présidente. Mais on va acheter et peut-être on pourrait même en acheter un peu plus pour fournir dans les CDI. Ça peut être intéressant. On le fait beaucoup, hein. On alimente beaucoup les CDI avec des livres de mémoire. Donc voilà, donc on va acheter. Merci de votre proposition. Nous en avons fini. Est-ce qu'il y a des interventions qui ont trait au département ou le sujet que vous voudriez aborder avant que nous nous retrouvions? Je voudrais dire un mot sur un de nos acteurs du département qui a décidé de nous quitter pour vivre une autre vie. C'est Olivier Desmules, qui est rentré au département en 91. Donc au bout de 31 ans, il a décidé de donner un autre sens à sa vie et il veut vivre une vie, je dirais, de transmission du savoir. Donc si j'ai bien compris, vous allez donner des cours à Sciences Po Aix. C'est une très belle école. Moi, j'ai fait que la communale à Aix. Bon, c'est autre chose, j'aurais pu continuer. Mais en tout cas, je veux dire, Olivier est rentré d'abord comme on dit, dans la carrière au comité départemental du tourisme en 91. Et puis, on se le dit, après une petite période de placard, il est revenu chez nous. J'en ai fait, c'est de ma faute, je le reconnais, un DGA, avec des charges importantes, hein, culture, collège. Alors au moment où on va se lancer dans la construction de collège, vous auriez pu assister, M. Valero, mais vous avez souhaité, et nous vous souhaitons, je dirais, une deuxième partie de carrière, je dirais, exaltante. L'enseignement, c'est magnifique. Vous aurez peut-être la possibilité d'arborer cette médaille de chevalier des plaines académiques qui va vous être remis dans quelque temps pour le temps que vous avez passé dans le monde de l'éducation. Merci, M. Desmules, pour tout ce que vous avez fait. C'est comme tout. Certains vous regretteront, certains diront tant mieux qu'il soit parti, mais ça, c'est pas grave. Vous êtes, je dirais, un collaborateur qui a apporté, je dirais, au département beaucoup. Et nous vous regretterons, pour ma part. On avait des liens personnels, je dirais, du Beaujolais, Mme Berthaud aussi, et d'autres ici, c'est l'histoire du Beaujolais. Vous voulez rajouter quelque chose? Votre modestie vous assaille comme d'habitude. En tout cas, on sera là pour votre pot de départ, même si vous ne voulez pas le faire. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous nous retrouvons le 24 juin prochain dans une séance délocalisée dans le canton de Mornan et plus précisément dans la jolie ville de Condrieu. Monsieur le maire de Condrieu, merci. À vos tonneaux. Oui, j'ai bien compris le message, Président. Le département fournira le robinet. Hein. J'espère. Bon. On fournira le liquide. Donc la séance est levée. Nous nous retrouvons dans la partie autre pour une collation. Et Monsieur le Président des anciens conseillers généraux va pouvoir nous retrouver, je dirais comme à l'accoutumée. Dès qu'il y a un coup à boire, Charles Bréchard est là, donc ça veut dire que les coups à boire sont bons, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Merci à vous tous. Et je vais dans ta commune ce soir, monsieur le maire. Oh, il n'est pas content, Charles. Bon, on se voit demain, de toute façon, aux compagnons du Beaujolais, on se voit tout à l'heure, et on se voit dans ta commune. Merci, pas de prise de parole. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que pour sortir de Lyon, il faut 2 heures, donc ne traînez pas trop la buvette.